Aujourd'hui, on est endetté et très gravement. Et cette dette ne nous sert pas à grand-chose. C'est vrai que les termes de convergence de la CEMAC disent 75% du PIB. J'y reviens tout à l'heure. Oui. Et on est déjà pratiquement à 50%. Notre endettement commence à redevenir très dangereux. Mais est-ce que ça change le quotidien des gens? Le problème est ailleurs. C'est qu'on a un tonneau de Danaïde. L'argent rentre et ne sert pas aux gens. Il disparaît dans les poches des gens, dans la corruption que j'ai décrite tout à l'heure. Le problème, c'est la malgouvernance. Je vous explique comment on augmente les ressources. D'abord en faisant des économies. Et récemment, j'ai fait une émission chez votre concurrent Canal 2 où j'ai démontré en direct et devant tout le monde comment on faisait des économies de 500 milliards de francs CFA. Donc seulement 150 milliards dans le fonctionnement de l'État. Le fonctionnement de l'État. Et je ne parle pas, parce que dans le fonctionnement de l'État, il y a paiement de salaire. Mais je vous parle de fonctionnement de l'État en termes de missions fictives et inutiles, en termes de carburant, ainsi de suite. Il y a une beuverie organisée au Cameroun sur laquelle vous faites des économies de 150 milliards sans même la priorisation. Nous disons qu'on récupère au moins 80 milliards dans la priorisation des investissements publics. Au moins 80 milliards. Simplement en priorisant des investissements les plus porteurs. Voilà un pays où on fait 1000 choses à la fois, on injecte de l'argent. La corruption, monsieur, la corruption. On a parlé, je ne sais même pas si tout à l'heure on a parlé d'énergie, mais on a parlé de beuverie. Le barrage de Lompang, le barrage de Menvelé, 216 mégawatts. Dans cet ouvrage, parlant d'énergie, nous donnons une grille. Combien coûte le mégawatt à la production? En matière, sur le secteur hydroélectrique, le prix du mégawatt à la production, c'est 1 milliard de francs CFA maximum. Maximum, c'est entre 800 millions et 1 milliard. Donc, si vous construisez un barrage, comme ça se construit actuellement sur le Nil bleu, entre le Soudan et l'Égypte, tout le monde connaît le prix. Vous pouvez faire des études comparatives en RDC et ailleurs, qui est le deuxième potentiel africain en hydroénergie. Premier, le Cameroun étant deuxième. Oui, la RDC, vous verrez combien ça coûte. Alors, nous, on a fait un barrage de 216 mégawatts qui devait coûter 216 milliards ou plus, mais qui a coûté 450 milliards. 450 milliards, monsieur. Donc, il faut arrêter le vol. Et vous avez de l'argent. Il faut arrêter les crédits fiscaux. Dans ce pays, j'ai parlé de la fiscalité tout à l'heure. On fait payer une poignée de gens comme ça. Mais il y a plein d'autres, y compris de grandes multinationales, qui ne payent pas des impôts. Donc c'est le système de gouvernance qui est mauvais. Mais je vais même encore plus loin. Encore plus loin. Le PIB du Cameroun actuellement, et c'est ça le truc avec le FMI. Parce que le FMI vous dit, écoutez, voici votre richesse nationale, c'est 25 000 milliards. Donc, quelqu'un m'a répondu d'ailleurs après l'émission de Canal de l'autre jour, il a fait un sombre individu, a fait une publication disant oui, mais Cabral Libi va augmenter la pression fiscale parce qu'il dit qu'il va multiplier le budget par 2. Donc, pour multiplier le budget par 2 ou par 3, ça veut dire qu'il va augmenter la pression fiscale par 2 ou par 3. Ça donne en fait. Oui, mais il y a lorsque rien. Vous dites que vous allez augmenter le budget et qu'on ne voit pas où viendront les finances. Mais je vous explique d'où vient l'argent. Quand vous avez parlé tout à l'heure, honorable, vous avez parlé tout à l'heure de recruter plus et de limiter les dépenses publiques. On est sur les jeunes. Hein? Oui, on est que sur le secteur public. Oui, on est sur les jeunes. On va arriver au privé. Je voudrais savoir, honorable, parce que vous parlez là des jeunes qui sont diplômés, bon, pas totalement, mais vous parlez plus des jeunes qui souhaiteraient rejoindre la fonction publique. Mais on a aussi une catégorie de jeunes qui voudraient faire dans l'agriculture, dans l'élevage. Et comment est-ce que vous faites à ce moment pour combler, pour sortir ces jeunes-là de l'oisiveté, honorable? Vous faites votre job, c'est de poser des questions. Je fais le mien, c'est d'y répondre. Oui. J'étais donc en train de vous répondre sur la création de richesses. Oui. Et je parlais du PIB du Cameroun. Le PIB du Cameroun actuellement, c'est environ 25 000 milliards. C'est ce que disent tous les documents du FMI. En fait, c'est quoi le PIB d'un pays? C'est la valeur ajoutée. C'est la valeur ajoutée. C'est-à-dire que la richesse que vous créez en transformant la terre, en transformant l'or, en transformant le diamant, bref, valeur ajoutée. C'est ça le PIB. Mais en fait, vous oubliez une chose. Les mêmes textes disent que l'économie camerounaise est informelle. À 65%. 65%. L'économie camerounaise est informelle à 65%. Donc le PIB du Cameroun n'est évalué que sur environ 35%. Parce que la comptabilisation de la richesse nationale qui est faite par le FMI, qui arrive au chiffre de 25 000 milliards, est faite, cette comptabilité, uniquement sur le secteur formel. Parce que le secteur informel échappe à la comptabilité. Donc, si vous formalisez l'économie camerounaise, la comptabilité va changer. Puisque vous n'aurez plus la comptabilité de 35%, mais la comptabilité de 80% ou de 90% ou de 100%, nous l'espérons. Ce jour-là, le même jour
le PIB du Cameroun peut passer de 25 000 milliards à 75 000 milliards comme la Côte d'Ivoire. Mais pour ça, il faut le numérique, on revient encore. C'est pour ça que nous proposons, par exemple, le SIGIFT, le système informatique de gestion intégrée de la fiscalité et de toutes les transactions économiques. On n'invente pas la roue. Hein. C'est ça qui se fait en Chine, en Inde, un peu partout, qui fait qu'on a une meilleure comptabilité, une meilleure lisibilité de la richesse nationale et donc une meilleure captation de la ressource publique sans augmenter les impôts. On peut même se permettre d'en baisser. Nous faisons la simulation dans cet ouvrage, disons nous baissons même l'IRPP. Nous baissons même la TVA, parce qu'elle est actuellement de 19,25%. Par exemple, dans le secteur agricole que vous avez évoqué tout à l'heure, nous pouvons décider que la TVA, c'est 5% pour les intrants des produits agricoles. Oui. Nous aurons cette possibilité-là. Il y a même, puisqu'on parle de création de richesse, nous proposons même que certains impôts puissent être éliminés, comme la taxe, l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. Les capitaux mobiliers, ça veut dire les actions que l'on prend dans des entreprises. Et les bénéfices que l'on obtient de ça, sont taxés au Cameroun. Et nous nous disons, si nous voulons encourager les gens à injecter de l'argent dans l'économie, donc à prendre des parts, nous on est même pour l'actionnariat populaire, c'est-à-dire à ouvrir certaines entreprises publiques à l'actionnariat du peuple. Vous ne pouvez pas les rebuter en disant qu'on va taxer ce que vous allez gagner là-bas. Tout le monde aime le gain. Mais ce que je vous propose là, c'est une rupture du tout au tout. C'est-à-dire que sans même bouleverser le quotidien, les gens auront simplement l'impression qu'ils ont plus d'argent. Mais tout ça ne verra le jour que si vous nous permettez d'arriver au pouvoir. Parce que ceux qui sont là ne voient pas les choses comme ça. Ce qui les intéresse, c'est voler. Vous êtes également d'accord, honorable, que ce que vous décrivez là a été également bien décrit par ceux qui dirigent également... Ah non, ils n'ont pas écrit ce que je dis là. Non, ça c'est pas vrai. Non, je veux dire, ce que vous décrivez, ils les ont décrit aussi d'une autre manière pour présenter leur projet politique. Je veux dire qu'il y a quand même un projet qui existe pour ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Mais il est mauvais et on voit les résultats. Peut-être il est mauvais dans la manière de faire. Ce que les Camerounais... Il est même mauvais dans l'écriture. Et je le démontre. Je le démontre. Parce que tout à l'heure, je vous disais qu'il y a un sombre individu qui a remis en cause ce que j'ai dit. Il travaille pour le système. Mais ce que les Camerounais... À l'Assemblée nationale, je vous rappelle que j'ai obtenu, il y a 2 ans, 7 amendements de la loi de finances que nous avons reçus 48 heures avant. Mais les mêmes disaient que leur façon de rédiger la loi de finances est inattaquable et tout ce qu'on veut. On l'a rectifié à l'Assemblée nationale alors que nous ne sommes que 5 députés. C'est parce que la pertinence était à un point que ça a mis tout le monde d'accord. Non, il ne faut pas croire. Et c'est ça, vous savez, c'est ce complexe qu'il faut cesser d'avoir. Et c'est cette auto-censure qu'il faut. Le génie qu'il y a dans les têtes des Camerounais, il faut simplement lui donner la possibilité de s'exprimer. Et d'arrêter de faire croire aux gens que parce que les gens nous dirigent pendant 40 ans, ça veut dire qu'ils sont les plus intelligents et les plus brillants. Je vous dis que c'est même l'inverse. C'est pour la plupart les plus médiocres. Ce que je voulais poser comme question, vous n'avez pas permis que je pose finalement la question. Il y a un deuxième volet, le secteur privé pour la jeunesse. C'est vous qui nous perdez. Non, allez-y. Bon, la question en fait, honorable, parce que il faudrait bien que vous puissiez expliquer aux jeunes comment vous faites. Parce que là, comme c'est ce que je viens de faire, non? Quand de la manière dont vous l'expliquez, peut-être estimons que le jeune qui vous écoute à la maison, au bâti son village, je sais pas, à Tchang là-bas, dans son village, celui qui vous écoute n'a pas la même compréhension de ce que vous dites. Parce que là, ce que vous dites, vous cernez vraiment ce que vous allez faire. Mais comment est-ce que le jeune qui est aujourd'hui, le jeune diplômé qui est aujourd'hui à Tchang, par exemple, qui est dans son village et qui ne fait presque rien, et qui fait une activité champêtre qui ne lui rapporte vraiment pas ce qui permet qu'il puisse subvenir à ses besoins, comment est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous créez exactement en termes de richesse auprès de cette qualité de jeunes-là? Qu'est-ce que vous faites exactement? D'abord, arrêtez de dire que parce qu'un jeune ne fait rien et qu'il fait les champs, ça veut dire qu'il est bête. Non, on ne dit pas qu'il est bête. Je dis, donc, même si un jeune fait les champs, il peut très bien comprendre ce que je suis en train de dire. Un jeune diplômé qui est dans ses champs, mais qui ne lui rapporte pas grand-chose. Alors, un jeune diplômé qui fait les champs n'est pas bête du tout. Non, pas du tout. Puisqu'il est diplômé. Donc, il comprend très bien de quoi je parle. Mais je vais dire... Oui, mais sur ce plateau, je ne sais pas comment vous faites pour savoir qu'un jeune diplômé qui actuellement est dans son champ, en périphérie de Bafoussam, ne comprend pas ce que je dis. Vous êtes sans doute un peu magicien, mais je ne sais pas comment vous faites. Mais qu'est-ce que vous faites exactement? Mais je viens de l'expliquer. Je viens de vous dire que le secteur public a besoin de ressources humaines. Il y a plein de jeunes, par exemple, qui sont diplômés des écoles d'infirmiers. Le ratio aujourd'hui, malade-infirmier, est l'un des plus mauvais au monde. Donc l'État a besoin d'infirmiers. L'État a besoin de jeunes enseignants. L'État a besoin de jeunes magistrats. L'État en a besoin. Et il y a de jeunes juristes qui ne demandent qu'à être magistrats. L'État a besoin d'avocats. Pour ça, il ne faut même pas faire de magie. Il faut simplement organiser un concours tous les ans, plutôt qu'un concours tous les 10 ans. L'État a besoin de ça. Maintenant, vous me dites, ces gens, tu vas les payer
Comment? Oui. Je vous dis que je multiplie les ressources publiques au moins par 3 en organisant, en mettant en place une meilleure captation de la ressource publique, en fermant les vannes de beuverie, de corruption et de vol, que je vous démontre. Que je vous démontre. Voilà. Que faut-il que je dise encore? Je vais me remettre en question et trouver des mots plus simples. Mais maintenant, si vous voulez, sur le secteur privé, parce que là vous avez parlé d'agriculture, c'est quelque chose de très intéressant. Alors le Cameroun, c'est un potentiel énorme. 7,2 millions d'hectares de terres arables, c'est-à-dire exactement, d'ailleurs un peu plus, que l'Allemagne, qui est une des puissances agricoles européennes, que la Malaisie, qui est un des dragons d'Asie. Tous ces pays, deux autres pays, sont à un niveau à plus de 80-85% d'exploitation de leur potentiel. Nous, on est à peine 10% ou 15%. Plan agricole. Pour plusieurs raisons. D'abord, on n'apprend pas aux gens à faire l'agriculture. Si, il y a des écoles d'agriculture, mais c'est très sélect. On devrait avoir des lycées agricoles partout. Vous me rejoignez dans la question. Mais bien sûr, qui a dit que je ne peux pas m'enrichir de ce que vous dites? Oui. Bien sûr. On doit avoir des lycées agricoles partout et cesser d'avoir seulement des lycées pilotes comme celui qu'on a en Consamba et je ne sais plus où là, qui a été mis en place sous Bapes. Non, on a besoin de lycées agricoles. Et il faut aussi qu'on ait une loi d'orientation agricole qui change le statut d'agriculteur, qui donne un statut à l'agriculteur dans la société pour qu'on arrête de penser que celui qui va au champ, comme vous avez dit tout à l'heure, ou celui qui fait les champs, est quelqu'un qui a raté sa vie. Non. Non. C'est lui qui crée de la richesse. C'est lui qui trouve à manger. C'est lui qui travaille pour qu'on mange. Mais imaginez-vous, nous importons du riz. Quand moi j'étais plus jeune, je mangeais le riz à Pâques et à Noël. Aujourd'hui, je le mange tous les jours. Et c'est ce que je mangeais tous les jours quand j'étais jeune que je mange aujourd'hui à Pâques et à Noël. C'est-à-dire que le plantain, l'igname sont devenus des produits de luxe, alors que le riz qui est cultivé à des milliers de kilomètres en Chine et en Thaïlande est devenu la nourriture que je mange tous les jours. Ça veut dire que je paye pour l'importer. Au lieu que cet argent soit injecté dans la production du plantain, de l'igname, là où je vis, c'est de ça que je vous parle. J'importe l'oignon, j'importe le tilapia poisson d'eau douce, l'ail, le haricot, l'huile, j'importe tout. J'espère que vous savez que nous importons pour plus de 1000 milliards par an ce que nous mangeons. L'État d'ailleurs à l'ancien dans ce pays. Ouais, de l'import substitution. Oui. Que des slogans. Mais oui, là je vous rejoins d'ailleurs un peu quand vous dites qu'ils ont réfléchi à certaines choses. Voilà un slogan qui balance partout, import substitution. Mais si vous voulez substituer ce que vous importez par ce que vous produisez, vous posez des actes concrets. 1. Vous faites en sorte que les gens aient accès à la terre. L'accession à la terre demande un document qu'on appelle le titre foncier. Nous sommes dans un pays où la propriété foncière est coutumière. Coutumière. D'ailleurs, on nous apprend en droit que l'une des sources du droit, c'est la coutume. Donc, quand vous faites l'immatriculation foncière, je ne sais pas, vous êtes jeune, j'en doute, mais demandez aux gens qui ont déjà essayé d'immatriculer une terre, c'est-à-dire obtenir le titre foncier, ça commence toujours par une petite procédure qu'on appelle descente sur le terrain avec les autorités traditionnelles qui vont faire une chose, mais d'une effarante banalité, c'est qu'elles vont attester que la terre que vous voulez immatriculer vous appartient en fait déjà, coutumièrement. Ça veut dire que plutôt que d'avoir une procédure d'immatriculation, d'ailleurs à deux pendant technique, un pendant administratif, qui sont tous parsemés de péages, à n'en plus finir, plutôt que d'avoir une bureaucratie rébutante et appauvrissante, l'État, sur le fondement de la propriété coutumière, devrait délivrer automatiquement et gratuitement des titres fonciers. Et ce jour-là, vous sortez des milliers de jeunes de la pauvreté. Parce que le titre foncier vous permet d'entrer dans la banque la plus proche. Vous avez une garantie. Oui. Vous recevez de l'argent. Et nous, on va d'ailleurs mettre en place une banque agricole. Nous le disons ici. Vous y prenez de l'argent, vous laissez le titre foncier en garantie. Et c'est pour ça que le ministère de l'Agriculture existe. Pour qu'il y ait justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'abord des écoles où on apprend des techniques agriculturales aux gens, par rapport au pH des sols, par rapport aux environnements écologiques, ainsi de suite. Parce qu'on a 4 zones agroécologiques au Cameroun, donc on ne peut pas cultiver la même chose partout, en tout cas en expectant une bonne rentabilité. Et l'État accompagne tous ces jeunes. Je vous assure que les 1000 milliards que nous dépensons pour acheter à manger ailleurs seront injectés dans l'économie de la jeunesse camerounaise. Là, je viens de parler d'un secteur bien précis qui est celui de l'agriculture. Allons dans le numérique. Je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est concret. J'ai évoqué le numérique tout à l'heure, dont j'ai envie de dire qu'on en a même déjà parlé.
Le numérique tout à l'heure. Ce qu'on appelle aujourd'hui les start-up. Vous savez, les services, tout à l'heure j'ai parlé des services administrés, comme l'éducation, la police. En fait, parce que souvent on dit ces trucs, les gens disent c'est des gros termes. Qu'est-ce qu'on appelle services administrés? C'est-à-dire des services délivrés par l'État. L'État. Donc il y a des services que seul l'État délivre. Par exemple, la justice. La justice. Si vous portez plainte, vous ne pouvez porter plainte qu'auprès de l'État. C'est un service administré. Mais il y a des services mixtes qui sont administrés et privatisés. Par exemple, l'éducation. Quand vous voulez inscrire votre enfant à l'école, vous pouvez l'inscrire dans une école publique, mais également dans une école privée. La sécurité. Si vous voulez appeler la police, vous n'avez pas... Bon, on commence à avoir des polices municipales, on commence à avoir des sociétés de gardiennage, mais dans des secteurs bien précis. Mais globalement, la sécurité est un service administré. C'est-à-dire que c'est l'État qui le délivre. La santé est un service mixte. L'État peut te soigner dans un hôpital public, mais tu peux également aller dans une clinique privée. Donc, les services privés, donc qui ne sont pas que les services administrés, c'est un vivier d'emploi incroyable. Et c'est ça qu'on loge dans ce qu'on appelle les start-up. C'est-à-dire qu'un jeune, il reste comme ça, il réfléchit. Il se dit, il y a tel besoin que les gens ont dans la société. Moi, je crée une solution. Et en créant cette solution, il crée une entreprise. Et cette entreprise crée des emplois et de la richesse. Vous croyez que Facebook est né de quoi? Du cerveau de quelqu'un qui voulait répondre à un besoin. Et ce qu'on appelle Yango aujourd'hui. Je crois qu'il y a déjà Yango ici. Oui, oui. Vous croyez que Yango c'est quoi? C'est juste une idée qui a germé de la tête de quelqu'un qui n'a ni taxi ni rien. Et il dit, bon ok, il y a des gens qui sortent tous les jours de leur maison, ils veulent des taxis pour se rendre d'un endroit à un autre. Moi, tout ce que je fais, c'est que je vais créer un truc informatique, une application qui fait que celui qui veut le taxi, je le mets en contact avec celui qui a le taxi et les deux me payent. Et moi, je suis au milieu, je gagne de l'argent. C'est ça un service. On crée un service. Vous êtes quand même sans ignorer, honorable, qu'il y a plusieurs start-up qui sont nés au Cameroun, mais qui n'ont pas eu la chance de réussir comme Yango. Mais voilà. Voilà. D'ailleurs, pourquoi Yango n'est qu'une entreprise étrangère? Parce que j'en connais d'autres. J'en connais d'autres qui délivrent le même service au Cameroun, mais qui, elles, ne bénéficient pas des avantages fiscaux qu'on donne à Yango, par exemple. Et qu'est-ce que vous faites donc au Cameroun lorsque la start-up naît déjà? Qu'est-ce que vous faites, vous? Mais d'abord, on la finance et elle accompagne. Si l'État ne peut pas le faire, alors l'État n'a pas de raison d'exister. Je l'ai dit tout à l'heure pour cette radio, je l'ai démontré. Vous allez financer. Il faut, oui, bien sûr, oui. Et attention, ce n'est pas de l'argent qu'on distribue, c'est de l'argent qu'on injecte dans l'économie. C'est quoi un investissement? Un investissement, c'est qu'on place de l'argent pour que ça génère des bénéfices. D'abord de l'argent pour rembourser ce qu'on a mis, et puis plus d'argent plus tard. Donc investir sur une idée de génie, ce n'est pas jeter de l'argent, ce n'est pas distribuer de l'argent, c'est faire un investissement sur une idée. Et c'est ça que les jeunes attendent. C'est pour ça qu'il faut une banque des PME, pas le truc qu'ils ont créé là, qui a fait faillite parce qu'ils ont bouffé tout l'argent. Il faut une banque des PME, il faut une banque qui accompagne l'innovation. Il faut que les services publics dédiés accompagnent les jeunes. Mais il faut évidemment revoir la formation. Ah tiens, parlons-en. Mais ça c'est quelque chose, je l'ai évoqué en filigrane en parlant d'agriculture. Mais attention, je le rappelais encore hier, je crois, à la dédicace. Non, c'était à Fumban, je crois. Vous ne vous en rendez pas compte. Lorsque vous avez un bac technique aujourd'hui, vous arrêtez l'école. On est à Bafoussam. Je vous invite, vous êtes une radio, faites une enquête sur ce que deviennent tous les gars qui ont un bac technique F4, par exemple, génie civil, ici à Bafoussam. Ils ne vont pas à l'université. En tout cas, ils ne peuvent pas continuer leurs études secondaires à l'université. Ils ne peuvent pas. Parce que pour continuer, il faut être ingénieur en génie civil. Mais pour être ingénieur de génie civil, il faut aller à Polytech, concours. Il faut créer, vous allez créer des universités... Concours, mais bien sûr. Des universités techniques. Mais technologiques. On n'invente pas la roue. Parce que curieusement, aujourd'hui, lorsque vous avez un bac A4 allemand ou un bac A4 espagnol, ou je ne sais quoi, bac D ou bac C, vous avez 10 universités, 11 d'ailleurs, qui vous attendent sur toute l'étendue du territoire, toutes portes ouvertes, et vous payez 50 000 tous les ans. Alors que, au mépris d'ailleurs du décret qui fixe les montants des droits universitaires, vous avez aujourd'hui, on a privatisé l'enseignement technique d'abord, supérieur. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'université publique qui délivre des BTS. Posez-vous la question. Il est écrit où que le BTS ne peut être délivré que par une institution privée d'enseignement supérieur. Ça ressemble à une forme de commercialisation du savoir. Parce que curieusement, dès que vous allez dans ce qu'on appelle les IPES, on ne paye plus 50 000. On paye 300 000, 500 000, 1 million, voire plus.
au mépris du décret. C'est une violation de la loi. J'espère que vous savez que toutes les institutions privées d'enseignement supérieur qui prennent plus de 50 000 francs à des étudiants sont dans l'illégalité. Mais on fait comme si on ne voit pas. Et plein de parents acceptent d'y injecter de l'argent parce qu'ils se disent, ah, puisque mon enfant va y aller, il va quand même trouver un emploi. Faites une étude derrière. Donc, les techniciens auront un peu plus de chance à vous. Mais si on fait quand même un ratio, vous verrez que les diplômés de ces institutions privées d'enseignement supérieur où on apprend des métiers, on apprend la technologie, la technique, s'insèrent mieux et plus dans le marché de l'emploi que les diplômés de sociologie, de droit, d'anthropologie, de géographie, de lettres modernes, mandarin, c'est le chinois. Non, c'est pas mandarin. Mandarin. Je ne sais même pas si ça se dit au féminin, de peur comme le risque de vouloir écorcher la Chine. Donc, oui, c'est vrai, il y a une plus grande insertion de ces... Peut-être aussi c'est parce que on est arrivé actuellement, ce côté-là n'est pas encore plus... Non, il faut changer le système éducatif, il faut le décoloniser. Parce que nous sommes restés dans le système éducatif post-colonial, post-indépendance, qui devait générer de la ressource humaine de remplacement aux colons qui étaient partis. Nous avons aujourd'hui besoin d'une ressource humaine qui transforme notre société. C'est pour ça que vous allez voir que la plupart des jeunes qui entreprennent dans notre société sont en fait des jeunes recyclés. C'est-à-dire que souvent ce qu'il va faire n'a rien à voir avec ce qu'il a appris à l'école. Donc vous allez trouver un diplômé de géographie en train de faire du journalisme, par exemple. Je ne dis pas que c'est votre cas. Non. Mais encore que si c'est le cas, cela n'est que la traduction de votre intelligence. Parce que derrière, il y a un autre problème d'orientation. Il y a un problème d'orientation. Souvent, nous n'avons pas fait ce que nous avions les aptitudes de faire. Souvent, on a fait ce que nos parents voulaient qu'on fasse. Souvent, on a fait ce qu'on a vu d'autres faire. Mais parce que les conseillers d'orientation que nous avons dans nos lycées, leur laisse-t-on la possibilité de faire leur travail? En existe-t-il même suffisamment? Parce que c'est comme si ça n'existe que dans les grandes villes. Et souvent, lorsqu'ils sont affectés dans des lycées, comme ils sont en sous-effectif, souvent vous trouvez le conseiller d'orientation donne plus de cours d'histoire que l'orientation. Bon, je ne sors pas de Mars. On va sortir. Je ne sors pas de Mars. Je sais très bien comment ça fonctionne. Parce qu'on a bien débattu sur votre programme politique. Oui. On va peut-être. Et j'espère que ça a donné envie. On n'est pas encore sorti. De lire le livre. Bien sûr, on n'est pas encore sorti. Vous avez deux livres. Vous avez deux ouvrages. Il y a le fédéralisme communautaire. Publié en 2021. Oui, il y a celui-ci. Quelle est véritablement la différence entre ces deux ouvrages honorables? Parce qu'on pense... Le premier, 2021, présente uniquement l'idéologie. Et le deuxième, c'est un projet de société. Et vous verrez qu'il y a tout un chapitre sur cet autre. Le deuxième, ce que j'ai vu, intitulé « Le fédéralisme communautaire », dont nous résumons le premier dans celui-ci, dans un chapitre. Et par rapport au fédéralisme communautaire, vous avez reçu beaucoup de flèches par... Ce qui arrive souvent, lorsqu'une idée neuve arrive, Einstein a été fléché toute sa vie pour que maintenant tout le monde le célèbre. Oui, on voudrait bien savoir, concernant cet ouvrage-ci-là, non, pas celui-ci. Le fédéralisme communautaire, qui est contenu dans l'ouvrage. Oui, voilà. Là, celui-ci, c'est ce que j'ai vu, le titre n'est pas trop, on va dire, polémique. Le fédéralisme communautaire a laissé beaucoup de polémiques autour. Qu'est-ce que vous dites exactement? C'est pas plus mal. Non, la polémique fait parler des choses. Nous sommes des journalistes, on dit ce que nous avons vu. Oui, c'est pour ça, et je vous réponds aussi. Je suis l'auteur et je vous dis que c'est pas plus mal. Oui, la question que vous voulez savoir, c'est qu'est-ce que vous avez dit exactement dans cet ouvrage, le fédéralisme communautaire, qui dérange? Ben, je me pose la même question. J'espérais que vous me diriez ce que j'ai dit de si grave et désastreux dans cet ouvrage. Je n'en sais rien. Ce que je fais, c'est que j'articule le fédéralisme à la communauté. C'est-à-dire? D'abord, je ne suis pas le premier à articuler quelque chose à la communauté, parce que celui qui dirige le Cameroun depuis 1982 a publié en 1987 aux éditions Pierre-Marcel Favre en France un ouvrage intitulé « Pour le libéralisme communautaire ». Oui, là on peut comprendre qu'il fallait libérer les communautés. Peut-être il fallait... Vous entendez ça comme vous voulez. Oui. Si c'est entendu comme libérer les communautés, moi je dis qu'il faut fédérer les communautés. Pourquoi moi j'aurais donc dit quelque chose qui serait plus grave? Qu'est-ce que vous dites donc exactement, honorable? Quand vous dites fédérer les communautés, qu'est-ce qu'on doit entendre? Ben, je vous le dis, mais lui aussi il veut poser une question. J'espère qu'elle va dans le même sens et je vous réponds tous les deux. Est-ce qu'on doit faire entre le fédéralisme communautaire que vous évoquez et le fédéralisme classique ou encore de la décentralisation actuelle? Oui. Oui, mais enfin, vous posez... Oui, c'est bon. Votre question est juste plus détaillée et je vais essayer d'y répondre. Le fédéralisme, c'est une organisation politique qui vise à créer de la cohésion entre plusieurs entités sociologiques distinctes
dans un espace géographique partagé. Tous les pays du monde qui, à leur naissance, ont dû faire face à cette exigence. C'est-à-dire comment pouvoir faire vivre ensemble dans un même territoire des entités sociologiques diversifiées ont opté pour le fédéralisme. Parce que le fédéralisme permet deux choses. Un, de reconnaître la diversité, donc de reconnaître qu'il y a sur ce territoire plusieurs identités, donc de les protéger. Puis, de les faire vivre ensemble. C'est-à-dire, puisqu'on permet à chacun d'exister, on lui dit, donne le meilleur de toi pour l'intérêt de tous. Parce que le rôle de l'État, c'est de nous protéger, c'est de nous faire vivre ensemble. Et nous disons que le Cameroun aurait dû emprunter cette voie. Parce que le Cameroun est un pays qui fait vivre, qui a l'obligation de faire vivre ensemble plusieurs entités sociologiques. Mais nous, on ne l'a pas fait, parce que de toute façon, ce n'était pas à nous de décider. Au moment d'accéder à l'indépendance, ce n'est pas nous qui avons écrit notre propre contrat social. Il a été écrit par ceux qui nous avaient colonisés depuis 1884 et qui ne l'avaient pas écrit dans l'intérêt de nous autres, mais dans leur propre intérêt impérialiste à eux. D'où le manifeste de la rupture. Nous disons qu'il faut déjà rompre avec cette fausse philosophie qui a encadré la naissance de notre État, et de trouver maintenant le chemin d'une philosophie qui convienne à notre réalité de diversité. Jusque-là, j'espère qu'on se comprend. Très bien. Très bien. Donc le fédéralisme, nous l'avons d'ailleurs expérimenté pendant 11 ans, de 1961 à 1972. Mais ce fédéralisme-là, lui, ne tenait pas compte des entités sociologiques, comme les Bamungum, qui existent là depuis 600 ans, mais plutôt d'une autre réalité sociologique qui était hérité de la colonisation, c'est-à-dire deux groupes linguistiques, l'un parlant français, l'autre parlant anglais. C'est pour ça qu'on a fait en 61 le fédéralisme culturo-linguistique. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a un grand maillage communautaire au Cameroun honorable. J'en viens. Oui. Vous passez déjà à la communauté, moi j'étais encore au fédéralisme. C'est comme ça que vous faites souvent. Je n'ai pas fini d'expliquer que vous m'amenez déjà sur autre chose, après les gens vont dire qu'ils n'ont pas compris. Allez-y, allez-y. Donc sur le fédéralisme, on est d'accord. Maintenant, il y a plusieurs types de fédéralisme. C'est le sens de vos questions. Il y a le fédéralisme, pour prendre le cas de l'Afrique. Vous avez par exemple, en Afrique du Sud, un fédéralisme, en fait, quasi communautaire. Si vous allez, et nous le disons ici dans cet ouvrage, et même dans le précédent, si vous allez, vous savez, si vous allez par exemple en Afrique du Sud aujourd'hui faire des études, vous choisissez la région où vous allez faire des études, ça peut être le KwaZulu, Natal ou que sais-je encore. Première chose, vous apprenez d'abord, vous avez 1 an pour apprendre la langue locale, pour vous intégrer. Ça c'est une chose, les gens ne le disent pas toujours. Donc vous allez en Éthiopie, eux ils appliquent carrément le fédéralisme ethnique. L'Éthiopie, c'est le fédéralisme ethnique. Le Liban, c'est le fédéralisme religieux. Les États-Unis, la Suisse, l'Espagne, la Belgique, l'Allemagne, ils appliquent le fédéralisme communautaire. D'ailleurs, en Espagne et en Belgique, il y a même carrément un parlement communautaire dans chacun de ces pays, dans chacune des régions. En Belgique, il y en a 3, en Espagne, il y en a 17. Et nous disons, revenons donc au Cameroun. À quoi articulons-nous le fédéralisme? À l'ethnie, nous disons non. Nous articulons notre fédéralisme aux communautés qui existent déjà dans les départements. Nous considérons, nous, que le département est déjà une entité communautaire au Cameroun. Le département? Oui, et je peux le démontrer. Qu'est-ce que nous appelons communauté? La communauté, pour nous, c'est un ensemble d'ethnies ou de groupes ethniques affinitaires. C'est ça la communauté. Vous avez des départements au Cameroun qui ont plusieurs ethnies. Plusieurs ethnies. Mais ce n'est pas par hasard que ces ethnies se retrouvent dans le même département. C'est parce que ceux qui découpaient les départements ont veillé à ce que ces ethnies soient déjà affinitaires, voisines et affinitaires. En fait, le découpage des communes au Cameroun respectait simplement le contour des ethnies. Ça, ça vous échappe souvent parce que c'est devenu banal dans votre quotidien. Quand vous dites « je m'en vais à Douala », Douala, c'est le nom d'une ethnie. Bien sûr. C'est comme si vous disiez « je m'en vais à Bassa » ou à Eton ou à Kotoko. Quand vous dites « je m'en vais à Bafoussam », où on est maintenant? Le Foussep. Les Foussam, les Foussep.
C'est le nom d'une ethnie. En fait, le nom Bafoussam, la ville de Bafoussam, est simplement le territoire où vivaient depuis la nuit des temps les Bafoussam. Honorable, concrètement, vous divisez votre confédération en Ouais, je viens. Non? Vous divisez votre fédération. Quand j'explique, vous me coupez. Parce que que c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, une fois qu'on a compris que le découpage des communes au Cameroun respectait le territoire géographique occupé par des ethnies, parce que le nom de l'ethnie, c'est le nom de la langue parlée par ceux qui se revendiquent de cette ethnie. Quand vous dites je suis Bafoussam, c'est que vous parlez le Bafoussam. Quand vous dites je suis Bassa, c'est que vous parlez le Bassa globalement. Hein. Il peut y avoir des nuances. Vous pouvez être Banganté, mais vous parlez le Gomala, par exemple, je crois. Enfin, oui. Voilà. Donc, il y a donc au Cameroun certains départements qui sont mono-ethniques. C'est-à-dire que vous allez dans un département, c'est une seule ethnie. Vous avez eu un débat avec le professeur Mathias Rikonangui. Oui, et il a essayé de remettre ça en cause. Oui. Mais à tort. Parce qu'il disait que, par exemple, le Nyon et que les d'où je suis originaire n'a pas que les Bassa. Et l'exemple qu'il prenait pour montrer qu'il y a des gens là qui ne sont pas Bassa, il a pris les Badjoub. Oui. Sauf que les Badjoub, c'est des Bassa, justement. Leur nom signifie des gens qui sont entrés. Donc, eux, ils sont venus d'ailleurs, mais ils se sont définitivement établis. Et j'essayais donc de lui dire que si vous commencez à nier l'appartenance ethnique des gens parce qu'ils viendraient d'ailleurs, vous allez même bientôt nier notre nationalité parce que certains disent que nous venons d'Égypte. Mais tant qu'à faire qu'on nous appelle donc une fois égyptiens. Donc arrêtons la blague. Oui. Revenons à des choses beaucoup plus sérieuses. Donc vous avez des départements mono-ethniques, mais vous avez également des départements pluri-ethniques. À côté du Nyon et Kelé d'où je viens, il y a par exemple la Sanaga maritime. Vous y avez des Bassa, des Bakoko, des Bissons. Ce n'est pas les mêmes langues, c'est 3 langues distinctes. Comme moi, je ne comprends même pas, par exemple, moi qui suis Bassa. Mais pourquoi on a une destinée commune? Parce que nous venons tous d'une pierre qu'on appelle Ngoglitouba, par exemple. Prenons le cas de la région de l'Ouest où nous trouvons. La région de l'Ouest a 8 départements. 8. Si on enlève le Noun, les 7 autres départements, c'est les départements Bamileke. En fait, la région de l'Ouest est une région quasiment communautaire. Si vous enlevez le Noun, le mot Bamileke désigne quoi, à votre avis? Pas une langue. Je vous ai rappelé tout à l'heure que la langue, le nom de l'ethnie était le nom de la langue parlée par l'ethnie. Est-ce que le mot Bamileke est une langue? Non. Donc, ça ne désigne pas une ethnie. Ça ne peut désigner qu'une autre chose. Un ensemble d'ethnies, bien que ne parlant pas la même langue, mais qui sont affinitaires par la tradition, par la coutume, par bien d'autres choses. Les Bamileke enterrent les morts de la même façon, tiennent les chauffeurs de la même façon, ont plein de choses qu'ils font de la même façon. Le même système, vous le trouvez par exemple dans la région du centre. La région du centre a 10 départements. Si vous enlevez le Nyon Ekele, qui est plus apparenté d'ailleurs à la Sanaga maritime, qui elle se trouve à l'ouest, au littoral, vous enlevez le Mbam Ekim Bafia, Mbam Inubu Bafia et le Mbam Ekim Ntui, qui eux s'apparentent davantage aux Tikar, qui sont à côté dans la Damawa, au Mayo Bangyo, à côté dans le Ndonga Mantung, et à côté dans le Noun, à l'ouest, on revient à Makba. Si vous enlevez les 3 là, tout le reste, Fundi, Nyongeso, Nyongefumu, Lekie, ça renvoie à ce qu'on appelle les Bétis. Les Bétis. Est-ce que le mot Bétis désigne une langue? Non, c'est une communauté. Nous disons donc, pour revenir à votre question, que nous articulons le fédéralisme sur les départements. Parce que les régions, pour nous, c'est ça même qui crée le désordre. On a mélangé dans les régions, on ne sait même plus à quoi ça ressemble. On efface les 10 régions et on transforme les 58 départements en régions. Ça va donc faire beaucoup. Plutôt que de garder les 58 régions, on va donc commencer à mélanger. Les départements, anciens départements, donc nouvelles régions, voisins ou voisines, en les mettant ensemble. C'est comme cela que vous allez mettre ensemble, si vous allez au sud, le Dja et Lobo et l'Anvila par exemple, et Bolova et Sambelima, c'est la même chose. C'est comme ça que vous allez mettre ensemble facilement les 7 autres départements de la région où je me trouve, en dehors du Noun, par exemple. C'est comme ça que vous allez mettre ensemble au centre, ce que j'ai cité tout à l'heure. Vous allez mettre ensemble les 7 régions, les 7 départements de la région de l'Ouest en dehors du Noun. Oui, par exemple. Parce que si vous revenez sur les... Vous mettez le Noun à ce moment honorable. Mais le Noun devient justement une autre région, la région du Noun. À part entière. Oui,
Parce que quelles sont les affinités? Mais vous tenez aussi compte à ce moment de la géographie, de la constitution géographique. Vous savez également que la région de l'Ouest, c'est l'une des plus petites régions du Cameroun et que quand vous faites cela, parce que le Noun, c'est le département le plus grand, quand on parle en termes de superficie, lorsque vous séparez par exemple le Noun de la région de l'Ouest, vous directement vous rendez le département, les 7 autres départements encore plus minimes. Non, mais absolument pas. Je connais très bien les chiffres. Le Noun est juste un peu plus grand. C'est ça que je dis. Donc si vous faites aujourd'hui de la région de l'Ouest 2 régions, la région de Noun et la région Bamileke par exemple, donc si vous voulez la région Bamoun et la région Bamileke par exemple, c'est quasiment le même territoire. Quasiment. On a combien, en termes de superficie. On a combien d'années avec votre projet? Non, est-ce qu'on s'est compris sur ce que je viens de dire d'abord? Oui, parce que c'est souvent cette caricature, oui. C'est souvent cette caricature qui dénature notre idée. C'est souvent cette caricature. C'est-à-dire, voyez toujours ce que ça apporte en termes de potentialité, ce que ça apporte en termes de développement. Parce que je n'ai même pas encore fini ma démonstration. Et vous comprendrez qu'il vaut mieux qu'on fasse ce que je suis en train de dire. Laissez-moi juste finir. Et là, je pars de l'existant. Une fois que j'ai fini ce redécoupage-là, parce que je ne fais pas ça juste pour le fun, dire que je mélange, on n'est pas dans un jeu de cours de récréation. On poursuit un objectif, celui de développer le Cameroun. Et je prends la loi qui existe actuellement, la loi de 2019 sur les collectivités territoriales décentralisées, qui dit que, au titre de la dotation générale de la décentralisation, 25, c'est l'article 25 alinéa 2 de la loi, 15% des recettes de l'État doivent être données aux collectivités territoriales décentralisées. Alors prenons le budget de l'État actuellement. Le budget de l'État pour 2025, c'est 7 317 milliards 800 millions. Voilà le budget du Cameroun, je le sais trop bien puisque j'ai participé à sa votation même si j'étais contre, mais je suis député. 15% de 7 317 milliards 800 millions, c'est un peu plus de 1000 milliards. Donc selon la loi en vigueur aujourd'hui au Cameroun, on devrait donner 1000 milliards aux collectivités territoriales décentralisées au seul titre, parce que ce n'est pas le seul financement, au seul titre de la dotation générale de la décentralisation. Alors, cher monsieur, faisons le calcul. Comme on est à Bafoussam, on dit souvent que les Bamileke, c'est ma calcul, ma plan. Faisons donc les calculs. On a 1000 milliards à distribuer. On a 360 communes actuellement au Cameroun. Et on a donc dans mon découpage 30 régions. C'est-à-dire après avoir aggloméré 30 régions. Et on doit répartir les 1000 milliards entre 360 communes et 30 régions. Je ne crée rien. Ça existe déjà. Il faut juste l'appliquer. Et ils l'ont dit, mais ils n'appliquent pas. Moi, j'arrive, je ne change même pas, j'applique. Ça veut dire que je donne déjà d'abord 1 milliard à chaque commune. Ça fait 360 milliards. Il m'en reste 1000 moins 360. Oui. Il m'en reste plus de 600. Oui, 650 quoi. Je dis, bon, je donne 5 milliards à chaque région. 5 fois 30, 150. Il me reste encore 450 milliards. On est d'accord? Imaginez un seul instant que chaque année, la région Bamileke reçoit 5 milliards au titre de la dotation générale de la décentralisation et que chacune de ces communes reçoive en plus 1 milliard. Vous me parlez des affaires, le Noun est monté, les Bamileke sont descendus, je vous parle de création immédiate de richesse, je vous parle d'industrialisation immédiate. Immédiate. Parce que le vrai problème du Cameroun aujourd'hui, c'est qu'à cause de la centralisation, les gens sont couchés dans les bureaux à Yaoundé et font de l'argent du Cameroun ce qu'ils veulent. Là, je donne la possibilité à chaque communauté de recevoir les moyens de donner le meilleur d'elle-même. Nous, les Bamileke, en quoi sommes-nous doués depuis la nuit des temps? Le commerce, l'agriculture, la finance et tout ce que vous voulez. Mais imaginez si on se met à créer des industries sur ce qu'on sait faire ici. Imaginez si on donne les moyens aux gens ici de savoir transformer, c'est ça qu'on appelle donc la valeur ajoutée, de savoir transformer le talent qu'on a, le savoir-faire ancestral qu'on a. J'ai visité la chefferie Bamungoum, on en parlait tout à l'heure. Je lui ai demandé c'est quoi le degré, parce que le décret de 1977 qui crée les chefferies classe les chefferies de 2e degré, de 3e degré et de 1er degré. Là, j'étais dans une chefferie de 1er degré. Je lui ai dit, Majesté, c'est quoi la tradition de 1er degré? C'est quoi la tradition de 2e degré chez vous, les Bamungoum ici? C'est quoi la tradition de 3e degré? Depuis quand la tradition est en degré?
Il a souri quand vous studiez, là on est passé à autre chose. Parce qu'il n'y a rien de plus absurde que le texte de 1977. Mais imaginez que justement aujourd'hui, Bafoussam 3e. Vous allez annuler les chefferies de... Bafoussam 3e. Oui. Parce que la chefferie de Bamougoum, c'est Bafoussam 3e. Imaginez que Bafoussam 3e reçoive ce milliard tous les ans et que 200 ou 300 millions là-dedans soient injectés pour vendre la culture Bamougoum. Faisant donc de la chefferie que j'ai visitée hier un sanctuaire de la culture Bamougoum qui attirerait les touristes du monde entier. J'ai d'ailleurs laissé des Canadiens là hier. Mais avec ce que je propose, ça sera multiplié par 1000. Vous imaginez les devises que ça entre. Vous voyez que dans ce que je vous dis là, vous aurez le temps de regarder que les Bamoun ont une région. Vous permettez qu'on pose encore parce que mais bien sûr, posez des questions, mais moi je vous réponds. C'est très bien expliqué, mais on voudrait voilà, quand même savoir, honorable. Merci beaucoup. C'est quand même très bien expliqué, mais on voudrait quand même savoir, honorable. Là, quand vous expliquez pour la région de l'Ouest, on peut facilement comprendre dans la mesure où... merci, si au moins on comprend. Oui, dans la mesure où, au plan des populations, là, il y a une grande majorité de la population qui vit dans la région de l'Ouest, effectivement vient de la région de l'Ouest. Maintenant qu'on prend certains départements, parce que vous avez dit... Allez-y, je vous vois venir. Non. Lorsqu'on prend, prend certains départements, par exemple, on se demande, est-ce que ça risque pas de créer peut-être des querelles au niveau du... Non, absolument pas. J'ai entendu ça. Parce que... On dit Cabral Libi amène une chose où chacun rentre chez lui. Non, pas c'est du contexte actuel. Pas rentrer. Laissez-moi les affaires. Ne soyez pas captifs du contexte actuel. Le contexte actuel, c'est un contexte qui nous détruit, qui nous apprend à nous détester. Les Bamileke sont calculateurs, les Bassas sont sorciers, les Ewondo sont soulards, les Eton ont 7 minutes de folie, les Bamoun ont 2 têtes. Les Peuls sont hypocrites. Attendez, les Sawa sont vantards et paresseux, ainsi de suite. Ça, c'est pas le fédéralisme communautaire. La question donc c'est le contexte actuel. La question que je pose, les Belobo, les Grafis, les Gadamayo. Ça, c'est le contexte actuel. C'est pas le fédéralisme communautaire. La question que je souhaitais vous poser, c'est comment vous faites dans les départements où il y a un équilibre entre les populations qu'on appelle les populations autochtones et les populations pionnières. Comment est-ce que vous faites pour pouvoir leur permettre de rester ensemble sans pouvoir se quereller? Il y a aucun... Je vous dis que les gens se querellent déjà. Moi, je viens arrêter plutôt les querelles. Comment vous faites donc? Quand dans le Mbéré, les Peuls et les Baya font 4 jours, 4 nuits en train de s'entretuer avec les flèches, ce qui est arrivé il y a 2 ou 3 ans, est-ce que c'est le fédéralisme communautaire? L'an dernier, quand les Kotok et les Arabes choix s'entretuaient dans le logo Nechari, est-ce que c'est le fédéralisme communautaire? Vous voulez ici à l'ouest, vous voulez me donner l'impression que c'est moi qui viens avec les querelles, alors que je viens trouver les querelles. Et moi je vous dis que je viens apprendre aux gens à vivre ensemble, à se connaître. C'est ça qu'on appelle dans cet ouvrage l'intégration nationale. Dans ce pays, on n'est pas intégré. L'intégration nationale, ça veut dire qu'on se connaît. Je vais prendre un exemple. On a tous des défauts, mais surtout on a tous des qualités. Ça veut dire qu'on devrait avoir à l'école une matière intitulée Connaissance des groupes sociologiques camerounais, où on apprendrait. Si moi je vous pose la question dans ce studio, les Tout-Pourris se trouvent dans quel département? Qui peut me répondre là, à Brûle-pour-Point? Vous voyez, c'est une colle. Vous devriez avoir honte. Vous ne savez pas où se trouvent les Tout-Pourris. Vous êtes en train de réfléchir, je vous vois, vous me regardez, vous cherchez où se trouvent les Tout-Pourris. Oui, ils se trouvent à l'extrême nord. Oui, mais je ne vous ai pas demandé la région, je vous ai demandé le département. Vous ne savez pas, ce n'est pas votre faute. On ne vous l'a jamais appris. Vous savez, j'étais l'autre jour en Allemagne et il y avait dans la salle à Borum pour une dédicace et j'ai demandé à quelqu'un d'où il venait, il m'a dit je suis Baham. Et j'ai demandé qu'est-ce qu'on sait des Baham. On m'a répondu que les Baham sont des voleurs de chèvres. C'est vrai ça? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est lui-même qui m'a dit que nous les Baham, on dit de nous qu'on est des voleurs de chèvres. Et comme je suis à Bafoussam, là, je pose la question. Est-ce que les Baham sont des voleurs de chèvres? Non, ce sont des stigmatisations. Oui, mais ces caricatures, malheureusement, ont pignon sur rue. Et ce sont ces caricatures qui nourrissent la crainte que vous exprimez et qui est une crainte tout à fait normale. Parce qu'il y a des gens qui se disent, ah, nous là où on est déjà, les gens ne nous aiment pas. Donc le jour où on fait une région communautaire ici, ces gens vont nous étriper. Mais c'est absolument pas le cas. Tous les Camerounais, comme ça se fait en Espagne ou en Allemagne ou ailleurs, où je vous ai pris, ou en Éthiopie ou ailleurs, tous les Camerounais auront le droit de s'établir là où ils voudront. Celui qui voudra acheter la terre va acheter la terre. Celui qui voudra investir va
investir. Il va simplement s'intégrer là où il est. Et puis, et ce qui est déjà le cas d'ailleurs. Ce qui est déjà le cas. Honorable, comment donc? Donc moi, je ne vois pas où viendrait le problème à partir du moment où on apprend aux gens à se connaître. La seule chose, en revanche, que nous disons ici, c'est que nous allons appliquer la politique des quotas. Ça veut dire que dans tout ce qui sera fait dans une région, on va imposer à chaque région de réserver un pourcentage pour ceux qui ne sont pas originaires de cette région. Voilà, c'est un peu là où... Mais oui, mais nous le disons, parce que malheureusement, ce n'est pas fait, justement. Malheureusement, ce n'est pas fait maintenant. Nous, on vient l'imposer. Ça veut dire que si, je ne sais pas, on crée une entreprise ici, supposons, et ce que nous le disons est pour le privé et pour le public. C'est-à-dire, supposons que l'État décide de créer, donc, dans la région communautaire Bamileke, crée une entreprise, je ne sais pas, une usine de fabrication, de, je ne sais pas, de transformation de patates, du n'importe quoi, ou du chou. On va imposer au directeur général de cette entreprise, qui sera logé dans la région Bamileke, on va plafonner le quota de recrutement des Bamileke et imposer un quota de recrutement de ceux qui ne sont pas Bamileke et qui sont dans cette région. Vous savez, vous avez certainement suivi ce qui est arrivé aux élections régionales dans le Mungo. Vous avez suivi, non? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais ce qui s'est passé. Comme il y a une partie d'Embo, et une partie d'Embo à l'ouest, et une partie de Bamileke établie dans le littoral, notamment dans le Mungo, il s'est posé un problème dans les deux listes, notamment lorsqu'il fallait faire les listes des chefs traditionnels. Les chefs traditionnels Mbo qui se retrouvaient du côté de l'ouest, on leur disait d'entrer dans le Mungo. Et les chefs traditionnels du Mungo qui se retrouvaient, de l'ouest qui se retrouvaient dans le Mungo, on leur disait d'entrer chez vous à l'ouest. Et c'est ça, c'est le fédéralisme communautaire. L'affaire a été portée devant les tribunaux, c'est pour ça que j'en parle. Donc les gens savent très bien comment on vit actuellement. On fait semblant, on est dans l'hypocrisie, les gens font semblant. Et c'est ça qui est en train de créer le désordre et préparer même, je peux dire, une crise très profonde dans notre société. Pourtant, le fédéralisme, voyons, on revient au départ, qui fédère les communautés, qui amène les gens à vivre ensemble, va plutôt endiguer cela. Comment donc les populations de Bafoussam, après vos explications, ont reçu votre message honorable? Comment ils ont reçu cela? Hier, beaucoup de ceux qui sont venus à la dédicace, je crois d'ailleurs reconnaître au moins un visage ici, peuvent vous dire ce qu'il y avait. Beaucoup de gens m'ont écouté, comme je viens de parler là, et m'ont dit, mais enfin, on comprend mieux de quoi vous parlez. Parce que malheureusement, quand l'ouvrage est sorti depuis 2021, je vous prends un exemple par exemple. L'ouvrage, on a publié la couverture de l'ouvrage en 2021, pas le livre. Donc, on faisait le teasing, on a mis la couverture. Un ancien bâtonnier est allé à la commission du multiculturalisme, alors que seule la couverture circulait. Dire que je viens d'écrire un livre qui est comme le breviaire du nazisme. Et qu'on doit interdire la publication de ce livre et m'arrêter moi-même. La couverture, il avait lu le fait. Quand l'ouvrage est sorti, c'est un aîné que je respecte énormément, c'est une des figures emblématiques du barreau au Cameroun. Je suis allé humblement le voir avec des ouvrages. Peut-être qu'il se posait aussi la question, comme plusieurs autres Camerounais, à quel moment dans le fédéralisme communautaire on se sent citoyen, en termes d'État? Non, mais je ne remets pas en cause l'État. Je vous ai dit quelle est la nouvelle mission de l'État. Je vous parle du contenu de l'État. D'ailleurs, lorsqu'il a pris l'ouvrage et qu'il l'a lu, il a compris. Il est revenu. Oui, lorsqu'on s'est vu plus tard, il m'a dit qu'il n'avait pas bien compris et que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Un être humain de ne pas comprendre forcément les choses, notamment les idées neuves, lorsqu'elles fleurissent. Mais après explication, comme je viens de le faire ici, je l'espère, que ceux qui nous ont écoutés ont mieux compris, ont mieux cerné. Maintenant qu'ils ont mieux cerné, ils peuvent accepter ou rejeter, mais ça c'est un autre débat, ça se décidera dans les urnes. Ça se décidera comme vous l'avez dit dans les urnes. C'est ça la démocratie. En octobre 2025, bien sûr, on va donc entrer dans la dernière, peut-être la dernière partie de cette émission, on aura pas les élections présidentielles qui arrivent. Et je vais peut-être laisser le soir à Gabriel de poser peut-être la première question concernant cette élection présidentielle qui arrive. Alors, honorable, vous êtes candidat pour ce qui est des prochaines élections présidentielles au Cameroun. Oui, en effet, cela fait l'objet de aucun doute. Beaucoup pensent, encore il y a des jeunes, je ne sais pas à quel pourcentage, au nombre de quels ils sont, ou encore beaucoup de personnes au Cameroun pensent que vous êtes un pion du gouvernement et que vous ne faites que jouer à la comédie et puis jouer un jeu d'acteur
et que vous ne faites pas partie de l'opposition, que vous êtes un pion du gouvernement, que répondez-vous à ces personnes, à ces jeunes, à ces Camerounais? Camerounais? Je leur réponds, ce n'est pas à eux que je réponds, mais c'est aux journalistes que vous êtes que je réponds. Lorsqu'ils vous ont dit ça, leur avez-vous demandé des preuves pour recouper l'information? Parce qu'avant de venir à l'antenne, j'ai été journaliste. Le travail du journaliste, c'est que lorsqu'il collecte une information, avant de la diffuser, pour ne pas diffuser une connerie, bien sûr, il recoupe l'information. Donc le recoupement de l'information, ça veut dire, lorsqu'il y a une accusation, par exemple, on demande les preuves qui sous-tendent cette accusation. On part donc du postulat qu'il a été porté à votre connaissance une accusation. Bien sûr. Et avant donc de venir la délivrer à l'antenne, comme vous êtes en train de faire là maintenant. Il ne fait pas une affirmation, non? C'est pas une affirmation. Il est en train de poser une question. Donc vous démissionnez de votre travail de journaliste. C'est moi qui dois faire le boulot à votre place. Pas du tout. Il pose une question, il y a un constat qui a été fait. Peut-être qu'il n'a pas eu c'est lui qui a fait le constat que je suis pion? Non, pas du tout. C'est pas moi qui fais le constat. Attention. Il a fait le constat que les gens disent une chose. Mais je lui pose la question. Vous n'êtes pas honorable. Ils n'ont pas de preuves. Ce sont des discours qui se tiennent sur les réseaux sociaux. Maintenant, vous êtes la personne la mieux indiquée pour peut-être répondre à cette question-là. Mais je croyais que je suis ici dans un média sérieux. Vous l'êtes dans les réseaux sociaux. Il y a et des fous, et des très fous, et des mal fous, et des gens brillants, et des gens intelligents. Lorsque vous dites que vous êtes dans les réseaux sociaux, on doit tenir compte également de ce qui se passe. Vous savez, on a dit dans les réseaux sociaux, par exemple, que j'ai égorgé une jeune fille à soi. Pourquoi vous ne me posez pas la question? C'est ce qu'ils disent, ce n'est pas seulement dans les réseaux sociaux. On veut dire que aussi dans les réseaux sociaux, dit. Donc, ce qu'il veut. On a dit dans les réseaux sociaux que je suis un grand maître de la franc-maçonnerie. Pourquoi vous ne me posez pas la question? On parle des élections présidentielles. On parle des élections présidentielles. On a dit dans les réseaux sociaux que je suis le pion de la France et des États-Unis ensemble. Pourquoi vous ne me posez pas la question? Peut-être parce que ça ne concerne pas directement les élections. Si. C'est justement dans cette perspective qu'on l'a dit. Pourquoi vous ne me posez pas la question? Mais vous devriez. Honorable, qu'est-ce que vous répondez? Mais je vous réponds que j'attends des preuves de ce que vous dites. Je dois répondre des preuves, pas des choses que les gens racontent. Non, mais enfin, prenons-nous au sérieux un seul instant. Si je devais répondre à toutes les choses que les gens racontent, je passerais ma vie dans des studios comme ceci. Alors pour l'élection, parce que je suis une personne publique. Et n'importe quelle personne qui a bu 2 bières peut avoir une illumination alcoolique ou alcoolisée. Et je ne veux pas me mettre à répondre à ça. Très bien, honorable. Pour qu'on puisse rester vraiment dans la thématique des élections potentielles, pour les élections potentielles qui arrivent, au-delà du programme politique, quelle est la stratégie du PCRD? La stratégie? Oui. Quelle sera votre stratégie? D'abord, je suis en plein dans la stratégie, le partage du projet de société. Au-delà du projet de société, il y a maintenant... Alors, quelles sont les autres étapes qu'il y a au-delà? Oui. Dites-moi, la campagne, oui, je veux battre campagne. La stratégie, c'est d'aller de ville en ville, aller au plus proche des gens pour leur partager mon projet de société, organiser des réunions publiques, des meetings. Voilà la stratégie. Il faut lever des fonds pour tout ça. Il n'y a pas longtemps, nous avons lancé des levées de fonds. Nous avons mis en circulation un certain nombre de liens, des plateformes qui permettent à ceux qui veulent nous soutenir, parce qu'on ne peut pas faire de la politique sans argent. Non, absolument pas. Nous avons besoin. Vous avez pensé également. Nous avons besoin d'argent pour faire la politique. Donc, nous avons en toute humilité demandé aux Camerounais qui nous sont sympathiques et qui croient à notre projet de nous aider financièrement. Ça, c'est une stratégie. Nous pensons aussi que nous avons en face de nous des gens qui nous gouvernent depuis très longtemps et on se donnerait plus de chances, par exemple, de se mettre ensemble, donc de se mutualiser. Nous qui voulons faire tomber ce régime, ça, c'est aussi une approche que nous avons. Nous discutons avec un certain nombre d'acteurs politiques dans l'expectative que tout cela aboutisse à une coalition. Oui, par exemple. Mais honorable, on vous a entendu quelque part dire, sauf si je me trompe, mais on vous a entendu quelque part dire quand même que l'option de l'opposition, c'est pas automatiquement la coalition, qu'on pouvait gagner les élections sans passer systématiquement par la coalition. Non, je ne l'ai pas dit exactement comme ça. J'ai dit que on peut être candidat et créer autour de soi une coalition. Et j'avais pris l'exemple de Diomaye Faye au Sénégal. Mais en cela, je n'ai même pas inventé la roue. Si vous prenez l'élection présidentielle de 2018 au Cameroun, il y avait au moins autour de 2 candidats, autour de ces 2 candidats, une coalition. Il y avait une coalition autour du président Biya, dans laquelle vous trouvez des gens comme Jean de Dieu Momo, l'UPC, ainsi de suite. Vous aviez une coalition autour du candidat Maurice Kamto.
autour de qui vous trouviez des personnalités comme Akere Mouna, comme Paul-Éric Kingé, comme d'ailleurs quelqu'un qui est, lui, parti du RDPC, qui est paix à son âme maintenant, Penda Ekoka, par exemple. Voilà, donc, vous savez, tout le temps, on construit des montagnes sur des choses, pour moi, qui sont totalement banales. Donc, soit on fait toute l'opposition, une mutualisation pour un candidat de toute l'opposition, Oui. Bien sûr. ce qui n'a jamais existé au Cameroun. Vous pensez que c'est possible? Même pas en 1992, lorsque Ni John Frundi a gagné l'élection présidentielle. Je rappelle qu'il y avait une autre coalition autour d'un autre candidat dont on parle peu, qui est Bello Bouba Maïgari, et qui, parce que le président Biya a gagné à 36% et que Frundi a été proclamé deuxième à 34%, lui, il a quand même récolté plus de 15% des suffrages. Oui, troisième, en 1992, avec une coalition qui avait également autour de lui. Donc, tout le monde souhaite, beaucoup de gens souhaitent que ce soit une coalition de toutes les figures prépondérantes de l'opposition. Il y en a, je ne sais pas, 5 ou 6 ou 7 actuellement. C'est ce que nous espérons tous. Mais il faut qu'on puisse se parler, qu'on puisse définir un projet que nous allons défendre ensemble, donc que chacun apporte de son projet, qu'on y retienne quelque chose et qu'il accepte de se départir des autres choses qui n'auront pas été acceptées par la collégialité et qu'on définisse ensemble les modalités de choix de l'un d'entre nous comme devant porter la coalition. Et on a encore quelques temps pour ça. J'étais avec quelques aînés dans le quartier avec qui on faisait des commentaires sur votre arrivée à Tropical et un des aînés nous disait si Cabral Libi se met ensemble avec le professeur Maurice Kamto, l'opposition gagne l'élection. Alors je ne sais pas dans quel je ne sais pas dans quel est le marabout, quel est le prophète, c'est son constat, c'est son appréciation. Peut-être parce que vous avez au thème au niveau de l'opposition, c'est vous qui portez véritablement. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de me poser des questions sur ce que votre grand au quartier vous a dit? Et je suis en train de vous dire que votre grand au quartier, aussi respectable qu'il soit pour vous et dans votre quartier, il n'est pas un devin. Oui. À ma connaissance. En tout cas, il n'a pas la réputation, sinon je le connaîtrais, comme un grand marabout à Bafoussam ou un grand prophète à Bafoussam, qui lit souvent l'avenir avec justesse. Parce qu'il y a des gens qui ont cette réputation. Tu vas le voir, il te dit que telle chose va se passer et ça se passe. Je ne sais pas si c'est le cas de ton grand, excuse-moi de te tutoyer, dans le quartier, mais comme tu respectes beaucoup ce grand frère, dis-lui que je t'ai répondu que je prends son propos avec le respect que je peux lui accorder, mais moi je crois que la réussite d'une coalition de l'opposition ne réside pas dans la juxtaposition des individus, mais dans la construction d'un projet commun d'abord. Puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, la définition des modalités du choix de celui qui va porter le projet commun. Donc, lui, il saute toutes ces étapes et tombe sur les individus. Il a une méthode de grand frère de quartier, mais c'est une méthode qui n'emporte pas l'adhésion même de la rationalité et du bon sens. Le groupe de Douala vous a rencontré récemment, honorable. Voilà. Le groupe de Douala, Sambaka et autres, mais ils ont rendu public un communiqué qui dit ce que j'ai dit. J'adhère. Je leur ai dit, et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont dit. On construit un projet commun et on définit les modalités de choix. Alors, honorable, deux petites questions. Allez-y. Si vous êtes président... Je suis avec vous, même jusqu'au soir. Actuellement, quelle est la première mesure que vous allez prendre? Donner à manger aux gens. Et la dernière question, c'est de savoir si actuellement vous avez en face de vous le président Pondien. Que lui direz-vous? D'aller se reposer. Je le lui ai même déjà dit depuis le pupitre de l'Assemblée nationale, j'aurais juste le privilège de le lui dire en face. Je crois qu'il a beaucoup donné. Il faut qu'il se repose. Parce que malheureusement, il y a aujourd'hui autour de lui des potentats qui se sont créés, qui abusent de sa fatigue pour enfoncer le Cameroun davantage. Et ça peut dégénérer et donner lieu à une escalade qu'on lui imputerait, lui, peut-être à tort, et dont je ne suis pas sûr qu'il voudrait voir entacher sa réputation au moment où il va sortir de plus de 40 ans de présidence. On va sortir de cette émission. Si vous aviez un dernier mot à donner aux auditeurs qui vous écoutent et au public de Bafoussam. Eh bien, on a beaucoup parlé de jeunesse et je crois qu'il y a beaucoup de jeunesse à Bafoussam. Deux choses. La première, c'est que les statistiques que nous avons disent que 4,5 millions de jeunes, 4,5 millions de jeunes de 20 à 35 ans ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Et je crois que dans ce 4,5 millions de jeunes, il y a des jeunes à Bafoussam et on est à moins de 50 jours de la convocation du corps électoral, il faut qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales. Et puis deuxième chose, l'avenir, ce n'est pas ce qui se fera demain, c'est ce que nous décidons de faire aujourd'hui.
Si les jeunes ont besoin d'un avenir radieux, il faut qu'ils se lèvent et agissent aujourd'hui, qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales, qu'ils votent et surtout qu'ils s'impliquent dans la surveillance du vote. Je salue une initiative récente d'une figure bien connue au Cameroun, Abdourahmane Amadou, qui a lancé les VAR, les vérificateurs actifs. J'incite les jeunes, j'ai vu cette plateforme circuler, j'incite les jeunes à s'inscrire. Je lance aussi un appel aux autorités de la tradition, aux autorités religieuses. Ce sont des autorités morales dont la parole compte beaucoup pour tous ceux qui sont sous leur autorité, que eux aussi parlent aux jeunes qui sont sous leur autorité, les incitent à s'inscrire, à participer, à voter et à surveiller le vote, afin que le meilleur gagne. Merci honorable de nous avoir accordé votre temps. Merci à vous. Vous m'avez bien cuisiné. Je me sens épuisé. On espère que vous avez bien... le débat a été alléchant et que vous avez... Ça, vous poserez la question à ceux qui nous regardaient et ceux qui nous écoutaient. Par les jeunes, c'est une première. Ah oui, mais moi, je commence à me faire moins jeune. Voilà. Mesdames et messieurs, on vous dit merci de nous avoir écoutés sur Tropica Radio-Vision. L'édition spéciale s'achève maintenant. On se donne rendez-vous jeudi prochain pour le grand soir, bien évidemment, puisque le grand soir, c'est jeudi prochain, c'est chaque jeudi. On se donne rendez-vous jeudi pour le grand soir. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir, bon après-midi. Les médias panafricains, la liberté chantée, la dépendance détenue, une explosion d'initiatives.